Mais il y en a trop, ils veulent faire les choses de trop rapidement. Les gens veulent utiliser leur capital financier quand ils en ont pas. Ils ont 2000 euros. Ouais, mais qu'est-ce que je peux faire avec ces 2000 euros? Mec, rien. Garde-les parce que t'es dans la merde. Tu n'es pas en capacité d'investir. T'écoutes les infos, qu'est-ce qu'on te dit? L'économie, elle va extrêmement mal. On est en récession. Le taux de chômage est à des all-time high. Tout va mal. Qui va investir à ce moment-là? Et il faut enlever ce bruit et s'en contenter à de la data. Il ne faut pas rentrer là-dedans. Comment tu le traques? Je veux dire, ça c'était quand tu avais en gros 11 000. Exactement. Et ça c'est maintenant. Exactement. Ok. Et donc tu vois que c'est vraiment exponentiel. Ouais, là il y a... Dans la dernière vidéo, j'ai passé 24 heures avec Elliot et on a pu y découvrir son parcours ainsi que son lifestyle. Mais concrètement, comment gère-t-il son argent? Dans quoi faut-il investir? Et quel est le plan d'action d'investissement concret à suivre pour pouvoir s'enrichir à coup sûr? C'est ce que nous allons découvrir dans cette nouvelle vidéo YouTube. Bon, Elliot, là on se retrouve dans un cadre super beau. On vient de finir de manger à l'annexe à Cannes. J'ai envie qu'on parle un petit peu business. J'ai envie qu'on parle de concret, qu'on parle de finance, qu'on parle de gestion. Concrètement aujourd'hui pour toi, c'est quoi la plus grosse erreur que les gens font lorsque l'on parle de finances personnelles? Je dirais la plus grosse erreur, c'est que la plupart des gens se lancent dans un business ou dans une activité à des fins financières. Parce que leur objectif c'est d'avoir de l'argent pour la liberté, pour le matériel, peu importe, tout le monde a des objectifs différents, ça on s'en fout. Et donc ils vont se faire ce business et par exemple tout traquer, je pense notamment à des personnes qui vont avoir des agences, e-com, peu importe, ils vont vraiment tout traquer. Les CPM, les CTR, les nombres de clics, les ci, les ça, tout. Et ils ont la compta pour la société, vraiment tout. Et une fois qu'ils s'envoient l'argent à eux-mêmes, ils s'en occupent pas. Ils mettent ça dans une néobanque qui peut sauter à tout moment un peu de con et ils traquent absolument rien, ils investissent pas. Et en gros, la manière dont je le vois, c'est ton objectif, c'est de remplir les seaux que tu as derrière toi, plein d'argent, okay, comme Picsou, tu vois. Ouais. Ça, c'est l'objectif. Donc les mecs font leur business pour pouvoir envoyer de l'argent derrière. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent l'argent et ils l'envoient derrière comme ça. Et ils sont trop occupés à ça. Et si on lui dit, regarde ton seau, regarde combien tu as, regarde si c'est bien organisé. Non, 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 frère, moi, il faut que je fasse du cash. Et on envoie les sous derrière, on envoie les sous derrière, on envoie les sous derrière, jusqu'à ce que, à un moment, peut-être le business, il y a un souci ou peu importe. Et donc là, ils se disent, bon, attends, vas-y, je vais regarder combien j'ai. Et ils regardent derrière. Et là, c'est le bordel, c'est la catastrophe. Le seau, il y avait un trou comme ça dedans. C'est organisé n'importe comment, une banque a sauté, le ci, le ça. Et en fait, c'est tellement illogique quand ils pensent. Parce que ce qui les intéresse le plus, de manière générale, c'est pas de faire fructifier un business énorme. Non, c'est leur situation perso. Donc pourquoi tu vas mettre tout cet effort devant et derrière t'en foutre, tu vois? C'est quoi pour toi aujourd'hui les points clés pour bien justement pouvoir le gérer, pour bien pouvoir le traquer? Est-ce que toi par exemple il y a des règles que tu recommandes à chaque personne? Genre j'aimerais vraiment en fait des conseils aujourd'hui, n'importe qui regarde cette vidéo à son échelle, qui entreprend par exemple, qui a un business ou quoi, qui puisse le mettre en place. Qu'est-ce que tu conseillerais? Ce serait quoi? Est-ce qu'il y a une règle de répartition financière? Est-ce qu'il y a un tableau spécial qu'il faut faire? Comment tu t'organises toi? Bon alors déjà là je vais même pas aller dans des trucs trop complexes. Mais la base des bases, c'est qu'avant de faire quoi que ce soit comme décision financière, d'investissement, de ci, de ça, il faut que tu aies minimum 3 mois de dépenses. Donc imaginons que tu dépenses 2000 € par mois, il faut que tu aies 6000 sur un compte en banque, en cash, sur une carte. Minimum 3 mois. Bien 6 mois, idéal 12 mois. Mais c'est le minimum. Avant ça, tu n'es pas en capacité d'investir. Quand je vois des gens qui sont là en mode ouais bah, j'ai acheté un peu de bitcoin, un peu ça, tu te rends compte la dinguerie que tu es en train de faire. Tu vas investir dans des véhicules financiers, un des plus volatiles qu'on a pu connaître les derniers 10 ans et toi-même là, tu es dans une situation où ta voiture elle tombe en panne, tu es dans la merde. Tu peux rien faire. Genre, tu es en mode survie là, tu n'es pas en mode je vais investir dans le bitcoin. Non. Une fois que tu as passé ces 6 mois de spend gardé derrière, là la question peut commencer à se poser. Tu vois. Mais il y en a trop, ils veulent faire les choses de trop rapidement. Et encore une fois, je crois qu'on en avait parlé, mais les gens ne veulent pas, on a tous un capital différent. Les gens veulent utiliser leur capital financier quand ils en ont pas. Ils ont 2000 €, ouais mais qu'est-ce que je peux faire avec ces 2000 €? Mec, rien. 2000 € garde-les parce que tu es dans la merde. 2000 € tu fais rien. Donc garde-les, là tu es en mode survie. Une fois que tu as passé tes seuils de sécurité, de survie. Et quand tu l'as passé justement, qu'est-ce que tu fais? Comment tu t'organises? C'est quoi les premières actions que tu fais? Comment tu définis ta stratégie? Comment tu fais concrètement?
Pour moi, la base d'une stratégie la plus simple, l'objectif c'est d'avoir le truc le plus simple possible, le plus passif possible. Dans le sens où tu vas toujours pouvoir aller chercher des rendements énormes, mais en y mettant un autre type de capital qui est un capital de temps. Si je prends l'exemple du trading, on pourrait appeler ça de l'investissement, même si ce n'est pas vraiment de l'investissement parce que c'est du court terme, tu rentres, tu sors, tu rentres, tu sors. Mais tu utilises le capital financier, mais aussi le capital temps, c'est un truc qui me prend du temps. Mes investissements long terme, je ne veux pas que ça me prenne du temps, tu vois. De la même manière, si tu fais de l'immobilier, tu peux le faire passivement et avoir des yields, des rentabilités entre 5% et 8% à l'année. Tu vois, un appartement dans le sud, peu importe. Ou alors, tu peux acheter l'appartement, tout retaper, faire un flip, machin, et ouais, j'ai fait 80% dans l'année. Et oui frère, mais la comparaison n'est pas la même. Il y en a un, tu as mis que le capital financier, l'autre, tu as mis le capital et le temps. Du coup, ça devient un métier. T'as d'immobilier toi ou pas? J'ai pas d'immobilier. Okay. Pour moi, une de mes philosophies d'investissement aussi, c'est j'essaye d'être le plus liquide possible. Donc même dans mes investissements qui sont hors cash et équivalent de cash, qui seraient donc de la dette, c'est des investissements qui je veux soient liquides. Et tout mon argent aujourd'hui, tu me dis, Elliot, envoie-moi tout ce que tu as. Là aujourd'hui, je peux pas te le faire. Mais tu me donnes 4 jours, allez, peut-être 7 jours avec les temps de virement, etc. En 7 jours, je peux tout sortir. Ce qui n'est pas le cas pour la majorité des personnes. Et le pourquoi truc tu vas être liquide justement? Pour moi, c'est un confort qui est énorme. Et si tu regardes la situation entre un mec qui vaut, on prend un exemple, 3 millions, un gars qui vaut 3 millions en IMO, en patrimoine, tout bloqué, tu regardes le lifestyle qu'il a, le confort qu'il a et la sérénité mentale qu'il a. Et maintenant, quelqu'un qui a 3 millions pareil, mais tout en liquide, c'est tout aussi investi. Hein. Ça ne veut pas dire qu'il est con, qu'il a tout en banque. Non, tout aussi investi, mais tout liquide. Ah, le lifestyle, ça ne va pas être le même. Le confort ne va pas être le même. Tu conseillerais toi aujourd'hui quoi comme investissement liquide pour quelqu'un par exemple qui a quelques dizaines de milliers d'euros, qui veut vraiment bâtir une stratégie donc du coup long terme et pouvoir potentiellement avoir après des millions sur son compte en banque d'ici quelques années, quelques dizaines d'années, peu importe? La base que je peux recommander à tout le monde, c'est d'investir dans ce qu'on appelle des index funds. Donc c'est des indices boursiers qui vont traquer un indice. Donc généralement on va prendre le S&P 500, les 500 plus grosses sociétés des États-Unis. Comme ça tu vas pas commencer à faire du stock picking parce que c'est pareil. Des gens n'y connaissent rien ou ils ont vu quelques vidéos, ils se sont formés un peu et ils vont aller faire du stock picking. Mais mec, non, t'as pas les capacités pour faire ça et il faut le reconnaître. Warren Buffett, un des plus grands investisseurs, etc., le dit lui-même. Son avantage, c'est pas qu'il en sait plus que les autres et qu'il a énormément de connaissances, non. C'est qu'il reconnaît ce qu'il ne sait pas. Et du coup, il y va pas juste. Et par exemple, moi, dans tout ce que j'entreprends, j'essaye d'avoir la même philosophie. C'est-à-dire, on en parlait, je te disais que j'ai… T'es investisseur, t'es pas entrepreneur par exemple, typiquement. Exactement, j'ai une expertise. Je suis très bon en finance, je suis très bon en trading, en gestion financière, en gestion de risque, en psychologie humaine, en économie. Sur ça, je suis très bon. Maintenant, tu commences à me parler d'autres trucs, c'est pas ma cam, c'est pas mon truc, mais je le reconnais, c'est pas mon expertise. Et je préfère à la limite prendre quelqu'un qui est meilleur que moi et le mettre sur cette tâche, mais c'est pas mon truc. Pour quelqu'un qui démarre, tu mettrais combien de pourcents dans des index funds? Comment tu répartirais le capital? C'est quoi un peu les règles financières? Faut voir ta tolérance au risque, et cette tolérance au risque, généralement, elle va être en ratio avec ton âge. Ouais. Plus tu es vieux, ta tolérance au risque ne peut pas être grosse parce que tu ne peux pas te permettre de prendre un drawdown important. Parce que si ça te prend, je te donne un exemple, mais là si je me prends un drawdown de moins 50% et que ça me prend 5 ans pour en revenir, c'est pas la fin du monde. Et surtout parce que je sais que ce drawdown de 50% ne va pas affecter mon lifestyle. Et ça c'est le pire truc que les gens peuvent faire, c'est-à-dire justement pas calculer, pas avoir les ratios suffisants de sécurité personnelle et c'est généralement ce qui se passe dans les crises. On se demande toujours, tu vois, par exemple, crise de 2008, le marché chute de moins 54%. Moins 54%, il y a des gens qui ont acheté, donc au meilleur prix, c'est cool. S'ils ont acheté, c'est qu'il y a la liquidité avec des gens qui vendent. Ouais. En regardant dans l'arrière, tu te dis toujours, mais qui est le mongol qui vend après un drawdown de moins 50%? C'est qui le mongol qui fait ça? Un mec qui est dans le besoin. Mais c'est un gars qui était investi et qui ne peut pas faire autrement, qui avait toutes ses économies là-dedans. Et au bout d'un moment, tu es obligé de payer tes factures. Hein. Tu ne vas pas payer tes factures avec des actions. Donc tu es obligé de cash out. Et tu cash out des gars qui étaient plus smart et qui la rachètent à des prix de con, tu vois. Et donc ça serait vraiment une des plus grosses erreurs. D'où l'important justement d'avoir donc du coup toujours les mois justement d'avance de survie pour ne pas te retrouver dans une situation où tu revends des choses à perte. Exactement. Avoir de bons taux de liquidité.
Et ce que je fais personnellement, c'est-à-dire que j'essaye d'automatiser mes finances au plus possible. C'est-à-dire que si on prend un index fund dans lequel on veut investir, tu vas pas mettre voilà, tout d'un coup quand ça te chante ou quand le marché il baisse. Non, on ne fait pas du trading, c'est de l'investissement long terme. Pour moi, c'est tu automatises tout ça. Et il y a beaucoup de courtiers, des banques qui te permettent de le faire. Virement automatique, pour moi, c'est le 24 du mois. Tous les 24 du mois, bam, ça part, bam, ça part, bam, ça part. Est-ce que ça part par rapport à un montant fixe, par rapport à un pourcentage de ce que tu gagnes? Comment tu t'organises pour ça? Alors, je te prends un exemple, et moi, ça m'intéresse pour mes finances personnelles aujourd'hui. Par exemple, disons, je gagne X dans un mois. Est-ce que je dois raisonner en termes de pourcentage? Est-ce que je dois bloquer cet argent-là directement sur un compte? Est-ce que, par exemple, je garde 10% que je vais jamais toucher, qui vont dans un truc de sécurité, que je vais activer quand il y a une opportunité de marché? Genre, faut faire quoi, tu vois? Alors, moi, la philosophie que j'ai, c'est si on regarde depuis 1937, la moyenne de rendement annuel du S&P 500 est dans les 8,7%. Donc ça, en gros, si on enlève toute la volatilité et on fait une ligne droite, c'est 8,7%. Et ça, je t'ai expliqué hier, mais les marchés oscillent entre optimisme injustifié et pessimisme injustifié. Et donc, on a cette curve autour de cette moyenne. Et donc, ce que je fais personnellement, c'est-à-dire que si on est à un prix qui est sur cette moyenne, je vais faire tous mes investissements mensuels normaux. Maintenant, si on commence à aller trop haut, donc en optimisme un peu invalidé, bah là, ce que je vais tout simplement faire, en fait, c'est ralentir mon exposition. Donc, je continue à investir tous les mois, parce que parfois, le marché peut être surévalué pendant des années, des années, des années. C'était le cas entre 1993 et 2000. Le marché était surévalué. Mais frère, il a continué pendant 7 ans. Donc quoi, pendant 7 ans, tu touches rien? Non, tu es toujours là. Mais donc, tu réduis. En fait, c'est une sorte de DCA, mais DCA plus agressif si le marché justement est en down et plus lent, plus smooth si jamais le marché est en up. Exactement. Comme ça, et donc, quand il est en up, voilà, quand il est en up, tu as une partie qui va dans les invests et l'autre partie, donc vu que tu as réduit, l'autre partie qui va dans ce que j'appelle le cash pour le crash, qui est sur le côté, qui travaille. Alors surtout aujourd'hui, moi, mon cash pour le crash, il me régale. Hein. On a des taux qui sont géniaux. Tu vois, 2017, les taux, c'était des taux de merde. Ton cash pour le crash, il fait un peu chier. Là, aujourd'hui, tu prends ton bon billet d'intérêt, tu vois. Donc, c'est très bien. Et ce cash pour le crash, tu le gardes sur le côté. Ça pile up, ça pile up. Tes investissements, ça pile up aussi, parce que je n'ai pas dit que tu arrêtes, tu vois. Ça continue à pile up les deux. Et si tu as un crash boursier, alors de 1, tu as tous tes niveaux de liquidité. Donc, le crash, on s'en fout. Ça n'affecte pas ton lifestyle, ça n'affecte pas ta vie. Et surtout, encore une fois, j'ai toutes mes règles de DCA, donc inversées, où là, c'est plus agressif. Si le marché chute de moins 20%, qu'on est en dessous de cette moyenne long terme. Et donc, par exemple, moi, les plus gros coups que j'ai faits, bah, c'était Covid. C'était Covid. Et parce que quand tu as vraiment les datas de tous les drawdowns précédents, pendant Covid, tu écoutes les médias, on a toujours ce truc de peur. Et justement, j'avais fait une étude où j'étudiais tous les meilleurs moments pour investir que disaient les médias. À la télé, aux journaux, l'AMF, qu'est-ce qu'ils disaient? Tous. Quand on est à all-time high, c'est la bourse se porte extrêmement bien, tout va bien, les taux de chômage sont extrêmement bas, parce qu'on a une corrélation qui est inverse. Donc c'est-à-dire quand tout va bien, que les marchés sont extrêmement surévalués, les taux de chômage sont très bas. Parce que justement, tout le monde peut se permettre d'investir. Et à l'inverse, quand on est à la fin d'un bear market, les taux de chômage sont extrêmement hauts. Donc tu écoutes les infos, qu'est-ce qu'on te dit? L'économie, elle va extrêmement mal, on est en récession, le taux de chômage est à des all-time high. Tout va mal. Qui va investir à ce moment-là? Tu vois? Et il faut enlever ce bruit et s'en contenter à de la data. Et c'est pour ça que j'aime bien cette histoire de moyenne. C'est que là, il n'y a pas de t'écoutes monsieur à la télé qui te dit d'investir. Non, arrête tout ça, tu vois. Arrête tout ça. Un truc précis, tu fais ça. Et Covid, c'est ce que j'ai fait. Covid, c'est ce que j'ai fait. Et donc, j'avais envoyé une grosse partie de mon patrimoine dans mes invests, Nasdaq, S&P, etc. Crypto aussi. Pendant ces gros dips début 2020. Et c'est des coups où j'ai multiplié mon argent de manière très importante, tu vois. Alors que, crois-moi, ça me faisait mal intérieurement d'envoyer de l'argent. Alors là où justement c'est bien. Alors que tu te dis, ouais mais là c'est Covid, là c'est différent. Là c'est différent, là c'est lockdown, là c'est ci, là c'est ça. Mais non frère, mais non. Tu vois. Et aujourd'hui, beaucoup je pense aussi investissent massivement, tu vois, sur la crypto. Et ont une grosse majorité de leur bague qui est réellement investie en crypto parce qu'ils disent qu'il y a une opportunité de marché comparé typiquement aux actions, comparé au S&P 500 où ils disent que peu importe s'ils investissent sur du Bitcoin, sur de l'Ethereum, etc. ça va forcément super performer, tu vois, par exemple du S&P 500 ou quoi. Et donc la majorité de leur bague en termes d'invest c'est sur ça. Qu'est-ce que tu penses de ce genre de profil-là ou des personnes qui pensent ça? Pour moi c'est très risqué. Alors moi-même j'ai des investissements Bitcoin, Ethereum. Je vais pas trop dans les alts, etc. Moi mon objectif c'est pas d'aller chercher la licorne, tu vois. D'expérience, vu que j'ai passé toute ma vie en finance, d'expérience. Les gens qui cherchent les licornes, ils se la prennent. Hein.
ils se la prennent. Je ne prétends pas être plus malin que les autres, alors que c'est mon putain de métier et je fais ça depuis que je suis tout petit. Je vais pas aller chercher les licornes. Je vais sûrement me faire marave. Donc non, moi j'ai Bitcoin, Ethereum, j'ai mes niveaux où j'accumule, j'ai mes niveaux où j'enlève. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Donc récemment, on a eu le Bitcoin qui a énormément monté. Et par exemple, sur les coups de 70K, j'ai pu sortir un peu de cash. J'ai pu sortir un peu de cash et on m'a demandé « Ah, tu sors du cash parce que tu crois que ça va chuter ?» Mais les décisions que je fais financières ne sont pas forcément à des fins de spéculation. Là, la raison pour laquelle j'ai cash out un peu de crypto, c'est pas que je pense qu'on est en train de top et je suis trader et rien à voir. C'est juste que j'ai mes ratios dans mon portefeuille. Je veux avoir un certain pourcentage dans mon portefeuille en crypto avec lequel je suis confortable. Et j'ai pu accumuler en surtout 2021-2022, quand les cryptos étaient bien basses. J'avais tous mes paramètres qui étaient réunis, donc j'ai pu bien accumuler. Donc aujourd'hui, je suis sur un profil latent qui est énorme. Donc le pourcentage de crypto que j'ai, évidemment, il a pris une place beaucoup plus grande dans mon portefeuille parce que ça a pris plus vite que mes autres invests. Ouais. Et donc, la raison pour laquelle j'ai cash out un peu à 70, c'est juste parce que je suis trop exposé aux cryptos. Pas parce que j'ai trop investi, mais parce que j'ai trop de profits. Donc j'enlève. Et en fait, t'es pas dans une mentalité de non, je vais prendre encore plus, je vais attendre par exemple que ça monte encore. Alors là, c'est là que la psychologie rentre en jeu. Et t'as le FOMO de ouais, mais attends, et tout, ça monte de ouf, là, les 100K, etc. Mais il faut pas rentrer là-dedans. Et je sais que j'ai sûrement un manque à gagner à sortir un peu. Parce que pour moi, on n'a pas fini le bull market. Mais pour une question de gestion de risque, qui pour un trader, pour un mec en finance, c'est le plus important, je ne peux pas me permettre d'avoir autant en crypto. C'est que souvent, on se dit que c'est dur d'acheter justement quand le marché est bas. Mais putain aussi, qu'est-ce que c'est dur de vendre quand c'est en montée comme ça. Bien sûr. Et d'accepter de vendre par exemple à 70 alors que tu sais que le bout il n'est pas fini. Mais comme je te dis, mais moi je me sens obligé, j'ai pas envie de le faire. C'est ça qui est beau. Je suis obligé. Ma gestion de risque. Et ce qui est même chance, c'est que là, cette montée des cryptos, du Bitcoin, elle a été très agressive. Ouais. Elle n'a pas été lente avec des accumulations et un cycle de marché propre. C'est tellement rapide qu'à gérer en termes de risque, c'est très chiant. C'est très chiant. Et donc moi, alors d'un côté, je suis très content parce qu'en profil latent, j'ai fait des centaines de milliers de dollars. Mais en gestion de risque, c'est pas agréable, c'est très chiant. C'est très chiant, c'est compliqué. Et tu me disais, tu traques du coup toi toutes tes finances, donc du coup depuis que t'es petit, c'est ça? Exactement. Tu peux nous montrer un petit peu ça? Je t'avais préparé ça parce que je t'en parlais hier. Ouais, voilà, donc ça, c'est un de mes Excel. Donc ça, c'est mon dashboard financier, donc c'est la page principale, c'est là où j'ai un summary. Ok. Tu vois, c'est pas là où je vais avoir les détails. Donc en dessous, je vais avoir plein de fiches. Mais donc là déjà, c'est mon summary. Donc ça, c'est vraiment mes propres data. Donc là, j'ai flouté juste ce qui est chiffres, mais t'as l'idée. Donc ici, tu commencé à quel âge? J'ai commencé, mon premier Excel, j'avais 16 ans. J'ai commencé, j'avais où? Tu l'as fait comment? C'est moi, j'adore Excel. Okay. Donc en finance, on utilise beaucoup Excel, donc je suis fan de Excel, je suis assez bon dessus. Tu as créé ton propre système dessus? Exactement, j'ai créé mon propre système et je l'ai amélioré au fur et à mesure du temps et aussi au fur et à mesure de mes besoins, tu vois, parce que tes besoins changent. À l'époque, quand j'ai commencé à le faire, j'avais 11 000, je sais plus si c'était 11 200 ou 11 600 € à mon nom. Donc sur les coups de 16 ans, ce qui est énorme hein, déjà pour 16 ans, tu vois. Et c'est le moment où je me suis dit, waouh, là j'ai 11 000 balles, mec. Faut que je commence à… Là, je vais commencer à calculer ma fortune. En mode, dans ma tête, j'étais Bezos, tu captes. Et du coup, c'était genre vers tout en bas, tu vois. Bref, donc ici, tu vois, j'ai mon net worth. Donc ça, c'était quand tu avais en gros 11 000. Exactement. Et ça, c'est maintenant. Exactement. Ok. Et donc, tu vois que c'est vraiment exponentiel. Ouais, là, il y a… Exactement. Et surtout, tu vois, ce qui est marrant, c'est que si on prend les échelles, tu vois le temps que ça m'a pris pour aller arriver à la première échelle. Ouais. Ça m'a pris tout ça. Pour arriver à la deuxième échelle, seulement ça. Pour arriver à la troisième, seulement ça. Pour aller de plus en plus court. Tu vois. Et le fun fact, c'est que mon premier million, il m'a pris environ 6 ans à économiser. Pas à générer, encore une fois. À avoir 1 million, ça m'a pris 6 ans. Mon deuxième, ça m'a pris 6 mois. Et c'est là qu'on capte les intérêts composés. Et le troisième? Et le troisième, peut-être un peu plus, genre 8, tu vois. J'aurais bien aimé te dire 2, mais… mais bref, donc ouais, net worth, j'ai mon cash, mes invests, mes assets physiques, qui va donc être bijoux, montres, voitures. Tu vois, assets, tu vois que ça représente une toute petite partie. Et ça, comme on disait, c'est la partie visible. Tu vois, ce que les gens voient, les voitures, les machins, les trucs. En fait, c'est ça, on s'en branle. Tu captes. Là, l'évolution, là, j'ai acheté une Ferrari FF. C'est ça le petit drawdown? Le mini dip, et en plus, donc c'était le mois dernier. J'ai acheté une Ferrari FF, les cryptos ont perdu full. Et même là, on voit que S&P a perdu full. La FF, elle t'a fait un petit down, mais comparé proportionnellement non, mais surtout au que portfolio, il a été comblé actuel, il a comblé. Là, je suis de nouveau all time high, tu captes. Donc ça, ici, j'ai mon wealth allocation. Donc où est mon argent? Tu vois, dans quelle banque, dans quel broker, dans quelle juridiction? C'est quelque chose qui est important aussi parce que à tout moment, on peut avoir des couilles.
un truc qui saute, une banque qui te bloque. C'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Et donc encore une fois, si tu as 3 000 €, bon, la question ne se pose pas vraiment. Mais à partir d'un certain moment, la question se pose réellement. Et donc il faut avoir ça. Tu peux pas avoir 80% de ton argent dans un endroit. Parce que ces personnes-là te tiennent par les couilles. Et jamais tu te mets là-dedans. Ici, je vais avoir income, expense. Donc en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas combien je gagne, c'est combien il me reste. Mais ça, justement, comment tu le traques? Je veux dire, toutes les dépenses que tu fais, c'est automatisé, du coup, ça se déduit le truc. Comment c'est toi qui le notes? C'est ça, toutes les fins de mois, je prends, ça me prend 30 minutes. Mais je le fais même pas toutes les fins de mois, je le fais assez souvent parce que j'adore. En tout cas, j'adore calculer mes tes dépenses, tout. Bah pas dans les, pas genre j'ai acheté ce truc, machin. Mais en gros, moi, j'utilise des cartes de crédit, tu vois. Donc j'ai Amex Platinum, je mets à la fin du mois combien je dois. Black Card Panama, je mets combien je dois. Loyer, je sais combien je dépense. Et cash, je sais plus ou moins combien j'ai lâché. Et généralement, mes dépenses, elles sortent de là, tu vois. Donc c'est aussi simple que ça. Je vais avoir mon income moyen sur les derniers 6 mois. Parce qu'encore une fois, en tant que trader, bah, tu vois, mon income n'est pas toujours le même. Mes dépenses moyennes, mon passive income moyen, mon time freedom. Ça, c'est pour moi la santé financière. C'est-à-dire combien de temps est-ce que tu dures avec ton argent. Si tu as 1 million, mais tu spends 100K par mois, bah, tu tiens 10 mois en fait. Tu vois. Alors que quelqu'un qui a 100K et qui en dépense 1000 par mois, en fait, va tenir bien plus longtemps. Et va être donc plus riche que l'autre. Et pour moi, c'est ça la vraie liberté. Et quand on parle de liberté financière, bah, les gens, généralement, ils parlent de liberté financière, ils ne sauraient même pas le définir. Pour moi, liberté financière, il y a plusieurs stades déjà. Mais le dernier stade, c'est quand ce chiffre-là est négatif. Et donc, pour moi, la formule que j'ai, c'est ton total net worth plus passive income, vrai passive income. Le trading, c'est pas du passive income. Ton business, c'est pas du passive income. Donc, net worth plus passive income divisé par tes expenses. Si ce chiffre-là peut-être te donne 9 ans, bah, c'est que tu tiens 9 ans. Si ce chiffre-là, c'est un chiffre qui n'est pas valide, ça veut dire qu'en fait, tes dépenses sont en dessous de ton passive income. Combien du coup? Ouais, bah, bien sûr, passive income pour l'année 2023, j'étais à 33 000. Et mes dépenses moyennes, genre 16-17. Donc ce chiffre-là, pour moi, est négatif. Donc c'est-à-dire que techniquement, je pourrais arrêter de travailler et avoir une continuation aussi de mon portefeuille. Donc du coup, tes passive income mensuels sont justement couvrent du coup tes dépenses et ton train de vie. Du coup. Et c'est pour ça que cette division. Et donc du coup, le fait que ce soit négatif, du coup, t'es correct. Tu vois. Donc ça, je vais avoir mon ratio de dépenses, et de revenus. Je vais avoir mes réserves de cash comme une société. Tu vois, perso. Une société, exactement. Mais je calcule tout comme une société. Et personne ne fait ça en plus. Hein. Mais exactement. Mais alors qu'ils le font dans les sociétés. Donc c'est pas qu'ils sont bêtes et qu'ils. Je pourrais m'envoyer le Excel. Ouais, le Excel ou un truc. Bien sûr. Je parle. Mais moi j'ai envie de le mettre en place, tu vois. Mais bien sûr. Et tu vois, ce qui est marrant, c'est que justement ça gamify tes finances personnelles. Ouais. Et moi, depuis que je suis petit, justement, le fait de dépenser. Je te donne une connerie, tu vois, hier on était à Monaco, soirée, machin, on te sort des prix Star Wars. Aujourd'hui c'est un peu différent, mais à l'époque, le bonheur que je vais recevoir de cette soirée est inférieur au bonheur que je vais recevoir d'aller sur mon Excel, de mettre mes chiffres et de voir ma courbe qui augmente. Tu vois. Mais au moins, bah alors déjà ça te traque, ça gamify le truc. Et ce qui est marrant, tu vois, c'est quand c'était quoi, 2020, j'ai eu un problème avec un Mac où j'ai perdu ce document pendant un moment. Et donc pendant genre 1 mois et demi, j'avais plus ce document de tracking de mes finances. Bon, je me suis dit, bon, c'est pas très grave, tu vois, pendant 1 mois et demi. Tu sais que j'ai presque fait une mini dépression dans le sens où je savais plus pourquoi je travaillais. Parce que passé un moment, tu travailles plus pour payer ton loyer, tu travailles plus pour… voilà. Et donc, vu que j'avais plus ce truc de petit jeu, où qui est la plus grosse, tu captes, frère, j'avais la flemme, j'avais plus envie de travailler, je voyais plus trop l'intérêt, etc. Et fun fact, ce Mac, je l'ai envoyé à Miami dans un labo pour qu'ils aillent essayer de récupérer les données avec des méthodes de ouf. J'ai dépensé une couille pour récupérer ces fichiers-là. C'est à quel point c'est important pour moi, vraiment. Et ouais, si j'avais pas eu ça, je pense que j'en serais vraiment pas là où je suis aujourd'hui. Et en plus, tout ce qui est traqué s'améliore, mais du coup, il y a des personnes, tu vois, ils deviennent broke. Frère, si tu as un truc comme ça et que tu deviens broke, bah alors c'est que tous les mois, tu as regardé ton truc aller dans le mauvais sens et tu t'es dit non, c'est ok, je vais continuer comme ça. Genre, mec, t'as pas de conscience, t'as pas de conscience sur ce que tu fais. Exactement, t'as pas de conscience sur ce que tu fais. Alors que moi, si je commence à faire de la merde,
bon bah je vais le voir noir sur blanc. Hein. Tu vois là j'ai acheté Ferrari, machin, le truc. T'as vu le petit dip? Ouais. Petit dip. Ah, ok. Et tu le maîtrises. C'est un dip qui est maîtrisé. Exactement. C'est un dip qui est maîtrisé, il n'y a absolument aucun problème. Comme vous avez pu le comprendre à travers cette vidéo, faire de l'argent est extrêmement important. Mais si vous ne savez pas le gérer et le multiplier, vous ne pourrez jamais réellement devenir riche. Et ce problème, pendant longtemps, ça a été le bien. C'est pour ça que j'ai pu suivre le programme de formation d'Elliott, et honnêtement, c'est très rare que je fasse ça, mais je le recommande à 200%. Si vous souhaitez vous aussi vous former sur ces sujets et aller beaucoup plus en profondeur, je vous ai mis dans la description de cette vidéo un lien avec toutes les informations sur le programme d'Elliott. Vous avez aussi la possibilité de réserver gratuitement un appel avec un membre de son équipe. J'espère que vous avez kiffé la valeur. On se retrouve dans la prochaine vidéo. C'était Steven Pascal. Salut l'équipe.